Merci Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que c'est il y a presque un an que j'étais ici, c'est ça? Voilà, je m'en souviens très bien, notamment des conférences qui avaient précédé la mienne. Voilà, donc je suis heureux d'être là pour partager ce moment avec vous. Alors, pas complètement pour parler du livre, puisqu'on en reparlera peut-être un peu plus tard à une autre occasion, mais quand même dire deux mots de la transition fulgurante et des questions probablement, plus que probablement, d'ordre éthique, que l'analyse qui est proposée dans ce livre, au fond, provoque. En réfléchissant sur la façon dont j'allais aborder pendant 20-25 minutes, je crois, Emmanuel, ces questions, je me suis dit ce serait finalement assez intéressant. Je commence toujours mes conférences en disant, finalement, proposant un exercice non pas de prospective, mais de mise en perspective, puisque la prospective est devenue de plus en plus compliquée, même si nous sommes d'ailleurs en train de faire un travail scientifique de relecture de 2100, qui est l'ouvrage des équipes de Thierry Gaudin. Nous refaisons un travail de relecture scientifique pour regarder au fond dans cette prospective où on en est aujourd'hui. C'est un travail toujours assez intéressant. Mais la prospective est devenue chose de compliquée parce que on voit bien qu'on sort d'un monde, qu'on rentre dans un nouveau monde et qu'au fond, nos paradigmes antérieurs, les mots que l'on avait pour désigner les choses, ce passage subtil du signifiant au signifié, au fond, est en train de bouger. Nous sommes presque piégés par les mots quand on passe dans ce nouveau monde, tellement cette transition est fulgurante. Transition fulgurante, d'ailleurs, il s'agit d'un oxymore qui m'a été soufflé par des frères franciscains. J'ai une affection particulière pour les franciscains. Et c'était Delmas Goyon qui me disait nous sommes en train de vivre quelque chose de fulgurant. Et il ajoutait « Osons le regarder avec espérance ». Là, on retrouve « L'espérance ne déçoit pas ». Et c'est de là qu'est venue l'idée d'utiliser cet oxymore, transition fulgurante, parce que ça traduit assez bien le sentiment un peu qu'on a aujourd'hui, de cette tension qui nous semble chaque jour un peu plus forte, entre le monde tel qu'il nous a été donné, au fond le sens qui nous précède, et puis le monde tel qu'on sent bien, au lendemain d'événements importants, y compris la COP21, que nous avons probablement à le recréer. Et donc cette tension est incroyablement forte et de plus en plus forte. Et c'est peut-être au cœur de cette tension, justement, que se joue la question éthique. Au cœur de cette tension entre ce sens qui nous précède, qui, entre parenthèses, et je reviendrai tout à l'heure, est traditionnellement, en tous les cas dans les démocraties, porté par les sociétés, qui portent, au fond, toute cette histoire des valeurs, de ce qui a construit une culture, une société. Et donc, tout cela est porté par les sociétés, par leurs représentants, élus démocratiquement, en tous les cas dans les démocraties. Et on voit bien que l'effondrement des hiérarchies traditionnelles que l'on est en train d'observer va nous poser un double problème, au fond. Un problème éthique, je vais essayer de vous montrer, qui est largement posé par cette transition technoscientifique absolument incroyable que nous sommes en train de vivre, complètement sous-estimé. Il y a une forme de cécité aujourd'hui sur cette transition technoscientifique. Probablement aussi, comme quelques amis philosophes me le suggéraient, dû au fait que finalement on a une tradition philosophique assez marxiste en France. C'est-à-dire, on a toujours considéré que les superstructures sociales surdéterminaient, notamment les technologies et leurs usages. On entend encore des âneries du type « la technologie sera ce que nous on en fera ». Les technosciences sont en train de s'autonomiser à une vitesse grand V, et l'humanité pourrait d'ailleurs, au fond, s'échapper à elle-même dans cette affaire. Donc on a des questions éthiques qui sont assez redoutables, cette tension entre ce sens qui nous précède et ce que nous avons à recréer, et en même temps un potentiel absolument inouï, incroyable, de recréation d'un monde différent, d'un monde nouveau. Et au fond, je me dis, des fois, quand je vois arriver l'âge, je me prends parfois soit pour Christophe Colomb, en disant il devait avoir une trouille bleue sur son bateau, il devait avoir la trouille. On dit finalement il était là, mais je pense qu'il était comme tout le monde, il avait la trouille.
mais en même temps, il y avait une espèce d'esprit d'aventure intégrale. Au fond, nous sommes dans une forme d'aventure intégrale, et d'ailleurs, la question qui va être clé, pour paraphraser mon ami Jean-Claude Guibaud, ça va bien être le goût de l'avenir. Parce que c'est bien la question, évidemment, qui est clé. Je dis à mes enseignants à la Cato, quand un policier ne sait plus tirer, on le met à la retraite, que devrais-je faire d'enseignants qui ont perdu le goût de l'avenir? Donc on voit bien qu'on va là être sur une question qui va être assez redoutable, y compris quand on est président-recteur d'une grande université. Alors je reviens sur mon propos. Je commence souvent mes conférences en disant « Je fais partie des ingénieurs ». On m'a appris tout à l'heure d'ailleurs que Giscard d'Estaing il avait fait allusion, non pas à moi, mais au Minitel dans une de ses émissions récentes. Je fais partie des ingénieurs qui ont validé un titre qui est paru dans Le Monde qui disait « Internet, 0 milliard de bits, 0 milliard de chiffre d'affaires, pas de modèle économique, voué à l'échec, le Minitel est l'avenir ». Ça vous en dit long et ça devrait vous amener à exercer votre légitime méfiance sur ce que je vais vous raconter à partir de maintenant. Le pire, c'est que je n'étais pas cynique, j'étais convaincu de ce que je disais, j'étais même capable, avec d'autres ingénieurs que je ne nommerai pas, il y en a qui vivent toujours, j'étais capable de le démontrer. En fait, on avait tellement travaillé en tant qu'ingénieur, j'ai une première partie de ma vie où j'ai à peu près tous les sacrements, c'est-à-dire classe préparatoire aux grandes écoles, grande école, etc. J'avais donc tout fait pour essayer de ne croire que ce que je voyais, conceptualisais ou comprenais, et je me suis aperçu que malgré tout ça, je continuais au fond à ne voir que ce que je croyais. Eh bien aujourd'hui, la cécité à laquelle nous sommes confrontés est probablement de même nature. Et donc, pour introduire mon petit propos, qui sera lui-même introductif, bien sûr, tout cela serait à approfondir, je me suis amusé à réfléchir dans la voiture. Et vous savez que mon livre, La transition fulgurante, le second va bientôt paraître, il a été terminé fin mai 2014. Eh bien, je peux vous dire, il est déjà has-been. Et je vais prendre quelques exemples. Ce livre, La transition fulgurante, met en évidence quoi? Elle met en évidence une transition d'ordre technoscientifique sans précédent, qui vient se combiner avec ce que j'appelle le changement de paradigme des systèmes de coopération, c'est-à-dire le passage au mode maillé coopératif, alors que nous venons essentiellement de l'arborescence, de l'arbre, de la pyramide. Michel Serres, d'ailleurs, vient de faire un enregistrement sur France Inter que je trouve assez extraordinaire, où il fait un travail de comparaison entre le sapin et l'érable rond. Et donc, nous sommes vraiment dans cette transition, et j'essaye de montrer comment la révolution technoscientifique vient se combiner avec ce changement de paradigme et vient, au fond, nous poser un double problème d'ordre éthique. Eh bien, la transition telle que je la décris au mois de mai, me considérant comme plutôt, et étant considéré comme ayant un regard plutôt averti, à en voir le succès du livre, il y a deux choses que je n'ai pas vues. La première, c'est la montée en puissance extrêmement rapide du big data. Le big data est décrit dans la transition fulgurante, mais pas à hauteur de ce qu'il est en train d'induire comme transformation, et comme transformation fondamentale, d'ordre d'ailleurs anthropologique. Je pourrais approfondir ce point. Et deuxièmement, je rappelle que dans ce livre et dans mes conférences, il y a encore 2 mois, j'expliquais qu'au fond, le cœur du réacteur de cette transition technoscientifique, c'est l'hyperpuissance digitale. C'est vraiment l'hyperpuissance digitale dans sa capacité de traitement de l'information, de stockage, de transport de l'information, qui a vécu une progression que l'on sait exponentielle, la fameuse loi de Moore, mais qui donne des proportions absolument inimaginables, puisque j'explique que j'ai commencé ma carrière sur des ordinateurs à 1000 opérations par seconde, et que nous sommes aujourd'hui au téra, c'est-à-dire à 1000 milliards d'opérations par seconde. Alors bien sûr, j'avais entendu parler des ordinateurs quantiques, et en me disant, au fond, les ordinateurs quantiques, on aura le temps d'en parler dans la 3e ou 4e édition. Et même si c'est un peu contesté par le milieu scientifique, vous avez vu l'annonce de D-Wave, qui date de 3 jours, qui annonce la mise au point des 2 premiers ordinateurs quantiques, où on passe du bit au qubit, c'est-à-dire on passe sur des éléments de particules capables de porter plusieurs états en même temps. Pas l'état 0 et l'état 1, mais plusieurs états en même temps. Ça veut dire que dans mon livre où je parle de cette révolution absolument incroyable du passage au téra, c'est-à-dire 1000 milliards d'opérations par seconde, nous sommes en train de gagner un facteur 10 puissance 8, c'est-à-dire 100 millions de fois plus que 1000 milliards d'opérations par seconde. Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire que vous pouvez imaginer à ce moment-là toutes les combinatoires, et je prendrai 4 exemples assez récents pour avoir un peu travaillé ces sujets, notamment encore hier, sur la big data et agriculture avec quelques amis scientifiques du domaine. Vous prenez le prix Nobel de chimie 2013, Karplus, Leavitt et Warshel, je crois. Mettent au point, c'est un prix Nobel de chimie. Leur découverte, c'est la modélisation moléculaire, c'est-à-dire la capacité de faire de la simulation de comportements moléculaires simulés au fond par des machines intelligentes, c'est-à-dire par des ordinateurs. Et ouvrant la voie à la possibilité également de simuler tout ou partie du vivant et de pouvoir imaginer qu'au lieu de massacrer des souris blanches ou de casser des boîtes de pétri, on peut évidemment réaliser des millions de tests de molécules, d'impact de l'usage de certaines molécules, y compris combinées en protéines, etc., sur des parties de vivants simulés. Et là, je vais en parler à des amis chercheurs, médecins, biologistes. J'avais d'ailleurs un ami très proche qui éclate de rire et qui me dit « Rassure-toi, le corps résiste ». C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on apprend à maîtriser au fond le corps, et il me prend l'exemple du génome dont on pensait que c'était une commande contrôle, et d'un seul coup on s'aperçoit que la cellule est une circularité, donc il m'avait expliqué tout ça, et il me dit principe de l'incomplétude de la science. Sauf que, avec une machine qui va être 100 millions de fois plus puissante que la première machine utilisée par Karplus, Leavitt et Warshel pour faire de la simulation moléculaire, là où mon ami biologique disait « pour l'instant, on sait tout juste simuler un morceau de chaîne ADN et encore à condition qu'il ne soit pas trop long et trop complexe », vous voyez bien l'ampleur d'un seul coup, 100 millions de fois plus important. Et donc, ce cœur du réacteur de l'hyperpuissance digitale va probablement bouleverser, y compris notre appréhension de la complexité et de cette nature infiniment complexe. Et ma discussion hier avec des spécialistes de ce qu'on appelle l'agriculture de précision, c'est un spécialiste, par exemple, qui est en train de mettre au point des semences. Lorsque vous semez votre champ, vous avez une graine toutes les 1000 graines qui sont des capteurs, qui évidemment se dégradent, ils sont organiques. Et ces capteurs sont capables d'identifier dans la terre qu'il y a une attaque bactérienne ou champignon ou un quelconque problème, et sont capables de l'indiquer à un système par drone qui va ramener sur l'ordinateur, sur le big data qui va gérer les territoires, qu'il y a le début d'une maladie, et pouvant calculer toutes les interactions entre les différents écosystèmes, ce qu'on appelle aujourd'hui le biomimétisme, c'est-à-dire la capacité de comprendre au fond une nature incroyablement ingénieuse. Comment on rappelle aujourd'hui les spécialistes du biomimétisme comme, j'ai un trou d'un seul coup, Idriss... bon, son nom me reviendra, il est sur YouTube, il passe à la télé. Donc Idriss Aberkan, voilà. Idriss Aberkan raconte sur le biomimétisme qu'on va être en capacité, au fond, de enfin accéder, non certainement pas à la totalité de la complexité, mais à toute cette complexité naturelle, et il nous dit, au fond, par exemple, les déchets n'existent pas dans la nature. Et donc, si on s'inspirait du fonctionnement des écosystèmes, on pourrait imaginer une société sans déchets. Et il explique d'ailleurs dans ses conférences tout ce que le biomimétisme peut apporter comme bouleversement. Eh bien, ce biomimétisme, on peut très bien imaginer y accéder par ce que l'intelligence humaine est absolument incapable de comprendre en termes de complexité, mais avec ces 100 millions de plus de capacité de traitement, on voit s'ouvrir là des champs d'évolution absolument considérables, et peut-être l'idée à la fois optimiste et angoissante d'avoir les moyens peut-être d'une technoscience douce, réversible, thème cher en ce moment à Jacques Attali, et en même temps qu'il puisse rentrer dans une forme de coopération avec la nature et non pas d'arraisonnement de la nature uniquement au service de l'homme. Donc voilà quelques exemples juste pour montrer la vitesse à laquelle ça va. Parce que le livre n'a qu'1 an et le biomimétisme, on commençait à en parler. J'étais allé à Montréal voir les laboratoires de biomimétisme de Bombardier. Mais ce que j'avais vu, c'est une voiture qui courait comme un chat,
puisqu'ils avaient reproduit le chat. Vous savez, un chat, c'est capable de courir sans que le corps ne vive aucune vibration, aucun choc. Et donc, ils travaillent sur des voitures qui ne nécessiteraient pas de mettre du macadam partout et qui courraient dans la campagne au lieu de rouler avec un certain nombre de capacités. Voilà. C'est ce que j'avais compris du biomimétisme, ou le fameux train japonais qui est à la tête d'un ornithorynque, je crois. Bon. Non, le biomimétisme va beaucoup plus loin et l'explosion des capacités, de la puissance de calcul, évidemment, 100 millions de fois 1000 milliards d'opérations, est quelque chose qui, d'un seul coup, dépasse évidemment de l'entendement. Et vous imaginez le cœur de ce réacteur, en quoi il peut bouleverser complètement. Le big data, évidemment, en est une des conséquences. Hein, et on voit aujourd'hui les impacts du big data. Regardez ce qu'est en train de faire Watson, l'hypercalculateur d'IBM, notamment dans le traitement des cancers et dans les progrès sur le diabète notamment, aujourd'hui, parce qu'il travaille sur du traitement massif de données, c'est-à-dire des cohortes de plusieurs dizaines de millions de personnes, et il va massivement travailler là-dessus. Le feuilleton Personal of in Interest que vous regardez peut-être à la télévision n'est pas de la science-fiction, puisque la ville de Los Angeles aujourd'hui a amélioré de 30% ses flagrants délits grâce à un supercalculateur qui observe en permanence tous les transferts de données sur la ville de Los Angeles et est capable de définir la statistique, la probabilité pour qu'il y ait un crime ou une agression dans un quartier donné à une heure donnée. Et il va focaliser la police et ça donne 30% de plus de flagrants délits. Alors, évidemment, vous imaginez les questions éthiques que ça a posées. J'en ai développé une dans le deuxième tome de façon assez détaillée, où je raconte aussi une histoire qui fait rire parce qu'on pense que c'est de la science-fiction, mais je voudrais dire que ce n'est pas du tout de la science-fiction. Vous avez toutes et tous remarqué que je souffre de ce que les gens polis appellent une surcharge staturopondérale. En deux mots, je souffre d'obésité. Et vous pouvez très bien imaginer demain que je fais du ski alpin. Et contrairement à ce qu'on pourrait paraître, je fais pas mal du ski alpin. Enfin, en tous les cas, sur les pistes noires, je roule bien. Et donc, je pourrais très bien commander ma paire de chaussures de ski sur mesure chez Decathlon, faisant de la pub pour une belle marque du nord de la France, réserver ma semaine dans une villa ou dans un chalet aux Ouches, et recevoir un mail de ma mutuelle me disant « Cher monsieur Giorgini, vous avez bien voulu nous communiquer votre génome pour obtenir 20% de réduction sur votre mutuelle, ce qui est déjà, je rappelle, possible aux États-Unis. Nous avons également analysé votre microbiote intestinal, dont on sait qu'il a beaucoup d'inductions sur la santé. Nous avons observé votre nutritiongramme, nous avons observé votre sociogramme, nous avons observé, pourquoi pas, votre sexogramme. Et nous vous annonçons que vous avez une probabilité de 67,4% de faire un infarctus la semaine prochaine sur les pistes. Veuillez nous indiquer les mesures que vous comptez prendre pour réduire le risque ou nous adresser un chèque de 700 € qui nous permettra de couvrir le risque que vous faites courir à votre santé. Évidemment, c'est une histoire qu'on peut considérer drôle ou moins drôle, mais voyez bien que le big data, d'une façon générale, et cette capacité d'individualiser, de profiler, au fond, de prévoir statistiquement un certain nombre de données, va nous poser quelques problèmes d'ordre éthique. Donc ça, c'est la révolution technoscientifique, mais ce n'est pas seulement ce qu'apporte, je crois, l'ouvrage. L'ouvrage, il montre qu'au fond, finalement, l'éthique aujourd'hui, en tous les cas dans ce qu'elle exprime, non pas dans le comportement de chacune et de chacun d'entre nous, mais dans la capacité que peuvent avoir les États d'interdire, par exemple, le clonage humain, aujourd'hui ratifié, je crois, par 97 pays, on n'est pas encore aux 154 qui étaient à la COP 21. On voit bien qu'au fond, l'éthique, quand elle touche à des aspects fondamentaux de l'idée que l'on a de notre humanité, ça consiste à être en capacité d'interdire. Or, ce que montre le livre, c'est que nous sommes en train de vivre un deuxième phénomène, dû probablement à la convergence Internet, c'est le passage de ce mode arborescent, hiérarchique, organisé, qui vient d'ailleurs du siècle des Lumières. Il vient de l'idée que quelque chose de compliqué est réductible en éléments simples. Au fond, on fait un arbre, on a quelque chose de compliqué, on le réduit en éléments simples. Comme dit Edgar Morin, un Airbus A380, c'est compliqué, c'est pas complexe, parce qu'on a le plan. Donc on peut réduire, vous avez la 380, puis vous descendez, et au bout de l'arbre, vous avez le plan du boulon qui tient une roue. La complexité ne peut pas se réduire. La complexité est irréductible. Et donc, le passage, au fond, de ce mode arborescent, on le trouve partout, dans les organigrammes, dans la façon de modéliser aussi notre façon de penser, les fameux cartes mentales en arbre, etc.
Cette logique arborescente a structuré complètement notre vie sociale, mais aussi intellectuelle. Nous sommes câblés de façon arborescente depuis très longtemps, et le passage de ce mode arborescent au mode maillé coopératif, on va le voir exploser dans tous les domaines. Tout ce qui commence par un crowd, par la foule, crowd, finance participative, crowdfunding, créativité par la foule, crowd creativity, etc. On voit ce mode maillé coopératif qui est en train d'envahir complètement nos fonctionnements, nos systèmes de pensée, et de transformer profondément nos systèmes de coopération et nos systèmes de pensée. Et pas seulement dans le domaine humain. Je raconte toujours que quand je fais mes séminaires, j'en fais encore quelques-uns, quand je demande aux dirigeants qui le suivent de dessiner ou de fabriquer la ville de demain quand elle sera interdite aux véhicules, aux voitures, on y va tout droit. Hein, les extrapolations pour la ville de Lille montrent qu'elle sera complètement bloquée dans 5 ans. Hein. Dans 5 ans, on ne circule plus. Voilà, c'est le blocage. Et donc, à un moment ou à un autre, il faudra interdire les véhicules. Alors, je leur demande de dessiner la ville de demain. Alors, ils me font en général des tramways, des métros, des téléphériques. C'est très à la mode, les téléphériques. Je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire. Ils me font tous des téléphériques. Ça a considérablement augmenté notre budget laine, d'ailleurs, à la Cato, parce qu'il faut des bouts de laine pour faire les téléphériques. Ils font les téléphériques. J'en ai très peu, pourtant, il suffit d'avoir été se promener à Stanford. Il y en a 4 qui tournent, pour voir que probablement le système de transport en commun demain, ce sera plusieurs milliers de véhicules électriques de 4, 6, 8, 10 places sans chauffeur, que vous maîtriserez avec vos Google Glasses, c'est-à-dire avec vos lunettes dotées de l'écran de l'iPhone, et vous direz je veux aller à tel endroit, et le véhicule s'arrêtera, vous monterez dans la voiture, vous serez 3 ou 4, vous direz bonjour si vous êtes bien élevé, et la voiture vous arrêtera, il n'y aura pas de chauffeur. Or, pour maîtriser un système comme celui-là, il n'y a pas un super calculateur caché dans l'hôtel de ville. Enfin, je ne parle pas du maire de Lille, hein, je parle d'un calculateur type ordinateur. C'est chaque véhicule qui, embarquant de l'intelligence et de la capacité de communication, crée une intelligence de réseau, qu'on qualifie d'ubiquitaire, et va donc créer cette puissance de coopération qui va permettre de réaliser un service comme celui-là. Eh bien, ce changement de paradigme des systèmes de coopération, vous le retrouvez évidemment dans nos systèmes de coopération humaine. C'est l'uberisation de la société. C'est la désintermédiation. C'est la désasymétrisation de la société d'échange. Et on voit aujourd'hui que cet effondrement des hiérarchies traditionnelles, eh bien, on l'observe partout. Moi, je suis stupéfait de voir des jeunes, alors est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, dans un amphi, devant un professeur HDR, c'est-à-dire habilité à diriger de la recherche, 30 ans d'expérience, se lever au bout de 10 minutes, alors que moi, il fallait 3 DEA et 4 thèses avant d'oser poser une question, et de dire au prof, non seulement il ne lui pose pas une question, ils lui disent « Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur ». Parce qu'ils sont connectés sur une tablette et ils sont allés voir que sur un site quelconque, quand je fais les cours, y compris en MBA, au bout de 5 minutes, je suis obligé de m'arrêter. J'en dis, monsieur, il n'est pas né en 51, le monsieur, il est né en 52, vous êtes trompé d'un an, il faudrait vérifier vos sources. Au bout d'un certain temps, je ne maîtrise plus rien. Donc ce mode maillé coopératif, il est en train d'émerger partout. Et il est en train d'effondrer les hiérarchies traditionnelles. On le voit dans les institutions, on le voit dans les États. Et ça va tellement loin aujourd'hui qu'il y a de vrais modèles. Lisez le dernier livre d'Eric Schmidt ou les thèses de Ray Kurzweil. Ils anticipent la chute des États. C'est-à-dire que le modèle sur lequel ils sont en train de s'engager, y compris avec 14 milliards de dollars d'investissement dans le Calico, c'est au fond une humanité en réseau, globalisée, en interaction en communauté, influencée par des logiciels vertueux, puisque fondamentalement ces gens-là, je dirais, n'aiment pas l'homme, en ce sens qu'ils analysent que l'homme a été un bien mauvais organisateur, parce qu'il n'a pas pu éviter les guerres, les souffrances, les fragilités. Et donc ils disent, au fond, nous pourrons mettre en place des algorithmes vertueux, et ils parlent du meilleur des mondes. C'est-à-dire, ils ont même réussi à transformer ce qui est un totem négatif depuis le livre d'Huxley, 80 ans, en un totem positif, le meilleur des mondes. Et ce meilleur des mondes, c'est l'humanité en réseau, pilotée par un système supra-État, supra-intelligent, avec des logiciels d'influence qui sont des logiciels vertueux. Voilà le modèle qui est imaginé, et on voit cette migration vers ce mode maillé coopératif qui bouleverse complètement toutes nos hiérarchies traditionnelles, les institutions, les États. Pour une raison aussi assez simple, et il suffit de regarder les jeunes pour s'en rendre compte. Moi, au fond, quand j'étais jeune, comment je faisais le lien, au fond, entre ce que je vivais localement et puis ce que je comprenais des enjeux globaux, ce qu'on appelle le glocal, hein, des gens comme Edgar Morin ou Régis Debray parlent de la glocalité.
Comment on travaillait ce local? Moi, j'étais dans les associations d'éducation populaire. Il y en avait une qui relevait d'Emmanuel Mounier, qui s'appelait l'UFCV. Et au fond, ce travail du local au global, de compréhension globale du monde, de ces enjeux, et de la façon dont je les intégrais dans mon quotidien, en tant que militant, ou en tant qu'animateur, ou en tant que professionnel, passait par les institutions. Il y avait des étages d'intégration. L'Église, les grandes associations d'éducation populaire, l'État, les entreprises. Et donc, moi je dis souvent, lorsque je suis rentré au Télécom, j'y suis resté quelques années, au fond, j'avais une vraie croyance dans la modernité. C'est-à-dire que travailler pour moi, c'était certes conquérir un statut social, mais aussi c'était avoir le sentiment d'être co-créateur de valeurs globales quand je travaillais. Je pense qu'on a tous besoin de donner du sens quand on agit, et donc ce sens, il était donné via les institutions. Or aujourd'hui, Coluche disait, la misère du monde n'est plus à taille humaine. Nous sommes au fond renvoyés au fait que nous sommes chacune et chacun porteurs d'une part d'universel dans nos actes quotidiens. Il y a une espèce de traduction que nous sommes appelés à faire du local au global, avec de moins en moins d'institutions intermédiaires qui nous permettent de faire ce grand saut. Et ça, c'est vraiment la question aujourd'hui, c'est le défi de la montée en conscience. Est-ce qu'on va monter en conscience suffisamment rapidement pour être, comme le dit Pierre Rabhi, chacun porteur d'une part d'universel et de faire notre part du job lorsque nous nous comportons tout simplement chaque jour dans notre travail, dans nos associations, dans notre famille, avec nos enfants. C'est la question qui est absolument redoutable. En tous les cas, moi, c'est celle qui m'obsède, cette question de la montée en conscience. Et c'est pour ça que le tome 2 essaye, et je terminerai là-dessus, de dessiner un tiers chemin. C'est-à-dire, on est un certain nombre à penser que la seule façon, non pas de s'en sortir, mais en tous les cas d'aller vers un monde qui va utiliser toutes les potentialités positives qui sont dans ces révolutions technoscientifiques, n'est certainement pas un monde qui va les rejeter en masse, mais qui va apprendre au fond la modération, c'est-à-dire la capacité à chercher ce qu'il y a de mieux dans ces technosciences, à discerner celles qui sont dangereuses, irréversibles, de celles qui sont porteuses de plus d'humanité, de moins de souffrance, et de nous mettre en tension là-dessus. Et la seule solution, c'est d'apprendre, lorsqu'on est des institutions, ce que Patrick Courandé appelle les upper grounds, c'est-à-dire les entreprises, les firmes, les États, tous les systèmes organisés, non pas à être dans cette vision aujourd'hui dont on n'arrive pas à sortir, notamment en France, que je qualifie de néo-brejnevienne, c'est-à-dire de descendante et top-down, comment on trouve les moyens d'aller se réinventer dans ce qui est en train de naître aujourd'hui, dans toutes ces initiatives qui sont prises, dans ces communautés d'initiatives, dans ces communautés de résilience économique, pour essayer de réinventer le haut par le bas. Et pour ça, c'est les tiers-lieux, c'est les tiers-espaces. Je crois que vous êtes un tiers-lieu, donc je suis finalement très heureux d'être dans ce tiers-lieu. Et le deuxième tome va porter là-dessus, et le troisième, d'ailleurs, qui est en cours, s'appellera Le crépuscule des lieux. Nous le travaillons avec un psychanalyste que vous connaissez certainement, qui s'appelle Jacques Arène, parce que nous pensons effectivement que nous allons devoir multiplier ces tiers-lieux de réinvention de l'upper ground dans le middle ground, dans l'underground. Sinon, nous allons avoir de sérieux soucis. Voilà. Désolé d'avoir été trop rapide et trop elliptique. Merci à vous.